Bonjour à tous. Chaque année, les produits solaires font l'objet de polémiques médiatiques. Substances préoccupantes, efficacité controversée, toxicité supposée des filtres UV utilisés, pollution des fonds marins, rien ne les épargne. Et pourtant, ces produits de protection solaire, dont l'usage est capital, sont soumis à une réglementation rigoureuse. En Europe, les produits solaires sont considérés comme des produits cosmétiques, mais dans certains pays à l'international, ils sont assimilés à des médicaments ou des cosmétiques fonctionnels. Conséquence, les obligations réglementaires varient avec des exigences toujours plus strictes d'un pays à l'autre. Chacun sait que la protection solaire se mesure selon deux indicateurs, l'UVA et l'UVB, dont les méthodes d'évaluation reposent sur des normes de portée internationale. En Europe, pour la détermination du facteur de protection solaire, les tests approuvés aujourd'hui restent du domaine in vivo, et notamment selon la norme ISO 24444. Pour l'UVA, deux méthodes sont possibles, ISO 24442 et ISO 24443, bien que celle in vitro soit à privilégier afin d'éviter les tests sur volontaires. D'ailleurs, cette dernière a fait l'objet d'une révision en décembre dernier, visant à éclaircir certaines zones d'ombre et apporter des précisions qui permettent d'obtenir des résultats plus précis et plus reproductibles. Le respect des normes ISO va garantir la reconnaissance des tests d'efficacité à un niveau international, seule exception les USA qui exigent des tests selon la monographie des produits solaires de la FDA, ainsi que d'autres pays qui les acceptent partiellement, comme c'est le cas de la Corée du Sud et de l'Australie. Un ingrédient est indispensable à la formulation des produits solaires, il s'agit évidemment des filtres UV qui peuvent être de deux types. Les filtres chimiques, molécules de synthèse qui absorbent les rayons UV avec une part minoritaire de réflexion, et les filtres minéraux qui agissent par réflexion du rayonnement UV. Ce sont eux que l'on retrouvera dans les formules de solaire bio, étant donné qu'ils sont les seuls d'origine naturelle. En Europe, les produits solaires peuvent contenir uniquement des filtres listés à l'annexe 6 du règlement cosmétique. L'huile de Karanja, qui certes s'est montrée efficace, n'est pas réglementairement utilisable car elle ne fait pas partie de cette liste. 32 filtres UV, dont 3 sous forme nano, sont autorisés. Un est en cours d'inclusion sous sa forme nano et non nano. Il s'agit de la substance nommée HAA 299. En revanche, l'avenir de nombre d'entre eux est incertain au regard d'une part, des potentiels effets PE de certains filtres UV. Sur la liste des 28 substances prioritaires à l'étude pour leur potentiel effet PE, un quart de ces substances sont des filtres UV listés. Et d'autre part, de leur potentiel effet sur l'environnement. Sur les 32 filtres européens, 9 sont soumis à évaluation par le CORAP, en raison notamment de leur potentiel caractère persistant, bioaccumulable et toxique. Potentiellement, c'est donc plus d'une dizaine de filtres UV dont l'usage risque, au terme de ces évaluations, d'être restreinte ou interdite. À l'international, et bien qu'un nombre toujours plus important de pays tiers s'aligne avec l'Europe, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a également une grande préoccupation car un projet de la FDA menace les filtres UV autorisés sur le marché US et s'il est maintenu en l'état, seuls 2 filtres minéraux seront utilisables contre une quinzaine actuellement. Sur ce sujet, écoutons Catherine Apollinario. En effet, avec ce projet de monographie publié en 2021, seuls 2 filtres minéraux restent autorisés, le zinc oxide et le titanium dioxide. Pour les autres filtres type homosalate, octocrylène et oxybenzone, la FDA manque de données. 2 filtres ont déjà leur sort scellé, le PABA et le trolamine salicylate, qui eux seront interdits. De nombreux industriels aujourd'hui ont commencé à suivre ce projet de monographie en ne formulant qu'avec ces 2 filtres minéraux. Ces 2 filtres minéraux restent autorisés à l'international, le souci étant qu'on va peut-être devoir formuler des produits uniquement pour le marché des États-Unis. Autre conséquence, on aura peut-être sur le marché des produits moins efficaces
avec des problèmes de sensorialité pour le consommateur, dans un pays où les produits solaires sont déjà un petit peu boudés et où les cas de cancer cutané augmentent. Les industriels, déjà éprouvés par la pandémie qui est à la source d'une baisse de 9,5% du chiffre d'affaires des solaires en GMS, et par un acharnement médiatique qui remet chaque année les produits solaires sur la sellette, poursuivent toutefois leurs investissements en éco-conception pour proposer des formules plus respectueuses de l'environnement et notamment au regard de l'océan. En cause, des études plus ou moins contradictoires sur les écosystèmes marins qui ont démontré l'impact négatif des filtres solaires chimiques, sachant qu'il y a clairement d'autres facteurs comme le réchauffement climatique qui agit sur le blanchiment des coraux. D'autres études sont donc nécessaires afin d'analyser les impacts réels et procéder à une évaluation complète des risques environnementaux. Les réglementations qui encadrent directement ou indirectement les solaires sont en constante évolution. Pour aller plus loin sur ces sujets, Cosmed édite une série de synthèses réglementaires dont la dernière édition concerne les produits solaires. Merci d'avoir visionné ce Cosmed TV. À bientôt pour un prochain numéro.